Citoyennes et citoyens de l'Empire galactique, vous allez maintenant vous soumettre à une vérification de votre conditionnement impérial. Levez la main si vous savez ce qu'est une pull request. Levez la main si vous l'utilisez dans votre équipe. Levez la main si c'est un passage obligatoire pour arriver dans la branche principale. Levez la main si vous trouvez que c'est efficace. Levez la main si vous aimez ça. Bon, je vois qu'il y a des mains qui ne se sont pas levées sur toutes les questions, hein. Moi, je dois vous avouer un truc, je ne suis pas un bon citoyen de l'Empire, parce que je déteste les pull requests. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est du côté obscur. Avec 6 raisons, et la première, c'est celle-là. Parce que s'il y a bien une valeur du côté obscur, c'est la défiance, et une valeur du côté clair, c'est la confiance. Les pull requests, c'est un mécanisme qui a été créé pour et par l'open source. C'est un contexte assez particulier où vous avez des personnes random d'Internet qui vont venir contribuer à votre logiciel. Et il ne faut absolument pas leur faire confiance. Parce que si vous leur faites confiance, des fois, ça fait cracher SSH, et ça, on n'aime pas trop. De plus, si vous répondez jamais à leur pull request, c'est pas un problème. Les personnes peuvent juste commencer à distribuer leur fork, et la vie continue, tout le monde est heureux. Normalement, votre équipe, elle est très différente de ça. Parce que pour rentrer dans votre équipe, vous passez des entretiens. Vous allez passer des entretiens RH, des entretiens techniques, pour savoir si ça match ou pas. Vous avez probablement aussi une culture d'équipe, tout un set de règles qui ne sont pas décrites, mais que vous suivez parce que vous avez l'habitude de travailler ensemble. Vous allez avoir accès à des formations, à du mentoring, peut-être même carrément donner du mentoring. Et souvent, vous êtes colocalisé, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même coopérer en temps réel. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'open source. Et dernière chose, vous connaissez aussi la vraie identité des gens. Ce qui fait que si ils ou elles font de la merde, vous pouvez les poursuivre en justice, c'est pas le même contexte. Donc on est dans un contexte où vous pouvez vous permettre de mettre beaucoup plus de confiance que ce que vous faites déjà. Deuxième chose que j'aime pas, au travail on est un peu pressé comme des droïdes. Il faudrait qu'on aille toujours plus vite, toujours plus loin, qu'on utilise l'IA pour être plus productif parce que c'est toujours pas assez. Il faudrait qu'on respecte toutes nos estimations qui sont devenues des deadlines, enfin vous connaissez la chanson. Et pourtant on a choisi la technique pour mettre en prod qui est la plus lente possible. Petite démonstration avec 2 développeurs complètement normaux de mon équipe à moi, et qui vont travailler chacun de leur côté sur leur fonctionnalité. Donc ils vont commencer, voilà, tranquille, fonctionnalité, très bien, le premier dev a fini sa story et demande une relecture au deuxième. Donc là, le rectangle noir, c'est le contexte switch. La deuxième personne qui dev, elle est obligée de se sortir de son contexte de « je développe ma feature » pour monter le contexte de l'autre feature. C'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'il fallait faire? À quoi ça sert le code? Est-ce qu'il est au bon endroit? Etc. Ça fait un changement mental important. Donc relecture, pendant que l'autre commence une nouvelle tâche, normale, parce qu'on ne va pas attendre à rien faire quand même, et va s'en suivre un gentil petit jeu de ping-pong, switch, relecture, correction, switch, pour enfin pouvoir merger. Et ça va faire pareil pour le deuxième développeur qui, quand il aura fini, va commencer sa 4e tâche. Enfin, la 4e tâche, du coup, sa 2e à lui. Si on agrège tout ça, ce qu'on voit, c'est que ça nous fait quand même un bon rectangle noir. Il y a énormément de contexte switch. D'ailleurs, ça peut représenter de 20 à 75% de votre journée de travail, le contexte switch, suivant la manière dont vous organisez. Et ça va vous inciter à faire un truc pas cool. C'est que plus vous allez faire des petites pull requests, plus vous allez avoir de contexte switch. Donc plus le rectangle noir va grossir et plus vous allez perdre de votre temps à faire ces allers-retours-là. Donc c'est pas ouf. Et en parlant de mauvais boutons, en parlant d'incitation, c'est pas la seule qui pose problème autour des pull requests. Ça fait 25 ans maintenant que la première version d'Extreme Programming Explained est sortie, dans laquelle Ken Beck fait la promotion de l'intégration continue. Donc on doit mélanger nos devs tout le temps, en même temps, pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Maintenant, on en est carrément plus loin que ça, et on parle beaucoup de trunk-based development. Donc à voir, la meilleure pratique qui me semble ressortir de tout ça, c'est on fait des petites branches, des petites PR, et qu'on intègre très rapidement. Et voyons voir ce que ça donne une pull request avec une petite PR, un petit changement. Parce que moi je considère un petit changement, donc voilà, 50 lignes en plus, 10 lignes en moins, ça passe à peu près. Quand je fais ces PR là, souvent ce qui m'arrive c'est ça.
Voyons ce que ça donne maintenant avec une grosse PR, que je considère être une grosse PR. Moi, c'est le genre de chiffre qui me fait peur quand je les vois dans les PR des autres, donc voilà. Beaucoup d'additions, beaucoup de suppressions, voilà, probablement un gros Big Bang là-dedans. Ce qui m'arrive en général quand je fais ça, en pull request. Bah ouais, en fait, qui a envie de se taper cette relecture-là, quoi. Donc en fait, on se dit, bah c'est plus simple, tant pis, celle-là, ça passe. Et je mettrai 50 commentaires sur la prochaine, c'est pas grave, je me rattraperai. Et comme ça fait un bon mélange. Le problème de cette technique-là, c'est que plus vous faites des grosses PR, plus vous faites des grosses branches, plus vous allez avoir de conflits techniques. Et l'air de rien, c'est souvent dans la résolution de ces conflits techniques-là que vont se cacher les bugs. Les bugs, c'est peut-être la première chose que les gens me disent quand je parle des PR. Ouais, mais les PR, c'est ce qui nous permet de trouver des bugs. Alors déjà, moi, je dois vous avouer que la dernière fois que j'ai trouvé un bug en PR, bon, c'était il y a plus si longtemps que ça maintenant. J'en ai trouvé un, mais c'était vraiment une grosse bêtise d'inattention. Et que, en fait, la personne se sera rendue compte toute seule sans moi, très rapidement, parce que ça marchait pas du tout. Et j'aimerais que vous vous posiez une question. Qu'est-ce qui trouve mieux les bugs ? Vous en relecture de code ou une bonne suite de tests automatiques? Qu'est-ce qui prévient mieux les bugs? Votre relecture de code ou un bon système de types? Des types qui font en sorte que vous ne pouvez pas passer n'importe quelle donnée à n'importe quel endroit. Qu'est-ce qui vérifie mieux le style de votre code? Vos collègues avec lesquels vous allez sûrement vous taper dessus sur le style du code, ou alors un linter? Je pense pas que les PR, ça soit la meilleure technique pour résoudre ce problème-là. Cinquième chose, à cause des pull requests, à cause ou grâce, en fait, c'est peut-être grâce que je devrais dire, je suis allé tellement loin dans le conflit avec certaines personnes que c'est ce qui m'a poussé à faire une formation en communication non violente, tellement ça se passait mal. Et malgré ça, ça n'a pas suffi. La raison est simple, c'est que on fait souvent ça en asynchrone. À travers l'écrit, on va perdre le ton, et ça contribue beaucoup à faire grossir les conflits hors de proportion. C'est souvent un processus qui arrive quand on a l'impression d'avoir déjà fini. Du coup, quand on se dit le travail est fini, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Désolé pour la vulgarité. Avec tes histoires de design pattern, peut-être que c'est vrai. Et quand on a ces conflits-là, souvent la seule manière de les résoudre, c'est avec plus de contraintes, plus de pouvoir, en disant par exemple je vais appeler le CTO et puis c'est lui qui va dire qui de nous deux a raison. Ça fait pas des miracles pour votre sécurité psychologique et la confiance dans l'équipe. Et la dernière chose, c'est le timing. Les pull requests, c'est un mécanisme de feedback. Et je vous ai parlé d'extreme programming. Une des valeurs clés de l'extreme programming, c'est réduire la boucle de feedback. Faire en sorte qu'elle soit les plus petites possibles. Et là, en fait, votre feedback, il arrive après la casse. C'est trop tard. Peut-être que si j'ai passé 2 jours sur la pull request, si vous me disiez, si vous me dites, le design pattern que tu as choisi, ou l'endroit que tu as choisi de modifier dans le code, c'était pas le bon, merde, du coup j'ai perdu complètement 2 jours, faut tout refaire, quoi. Et c'est pas une exagération, ça m'est déjà arrivé. Et ça va aussi diminuer forcément l'acceptabilité des remarques, parce que c'est une grosse contrainte et vous n'allez pas avoir envie de le faire. Le bon moment de refactorer quelque chose qui n'a pas la bonne tête, c'est au moment où vous le faites. Le moment de prévenir un bug, le meilleur moment, c'est quand vous le produisez. Et plus vous allez le faire tard, plus ça va faire mal, pour simplifier. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ce côté obscur, et je vais essayer de vous ramener avec moi vers le côté clair de la force, si vous voulez bien. Il y a cette pratique-là, qui est hyper simple, qui consiste à juste introduire un gradient de confiance. Là où avant, on est obligé de passer par les pull requests pour arriver dans la branche principale, on va utiliser 3 étapes. La première, c'est ship. Vous faites un morceau de code, vous êtes confiant, confiante. C'est un truc plus ou moins trivial, il n'y a pas trop de surprises, ni pour vous ni pour vos collègues. On pousse dans la branche principale. Deuxième niveau de confiance, quelque chose peut-être d'un peu plus conséquent, vous le poussez quand même directement sur la branche principale, parce que je vous ai dit, le problème de lenteur, c'est quand même un vrai sujet dans les pull requests. Là, le pousser directement dans la branche principale, ça permet de faire continuer la chaîne de valeur et augmenter le flow. Et vous demandez une relecture à vos collègues a posteriori, en disant je sais pas, est-ce que demain on peut se retrouver pour vérifier que
j'ai pas fait des trucs qui vous déplaisent trop ou que ça remet pas trop de choses en question. Sachant que si c'est pour corriger un bug, parfois c'est même assez tôt. Le dernier niveau, c'est celui qu'on fait aujourd'hui, c'est ask. Donc demandez la permission avant de merger dans la branche principale. Si vous avez un doute, qu'il y a quelque chose qui vous paraît critique pour une raison X ou Y, passez par ce système-là, ça fonctionne. Dans une des boîtes où j'ai été, une plutôt grosse start-up, on était en ship à 90% du temps. Tous les problèmes qu'on m'avait prédits qui arriveraient avec ça sont pas arrivés. Donc je sais que ça fait peur. Et c'est pour ça que je parle de rehausser le niveau de confiance. Ça fait peur, mais ça marche. Et je pouvais pas partir sans vous parler, s'il y en a d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'allais parler de ça. Travailler ensemble, c'est vachement plus efficace que les pull requests. Donc il y a le dev en équipe, il y a le binomage, etc. L'avantage, c'est que ça vous donne le feedback de votre équipe au bon moment. Donc au moment où vous faites la connerie, l'équipe va vous dire « Ah bah non, ça va pas ». Et en fait, là, il n'y a pas de problème, c'est très facile de le modifier, très peu investi d'énergie dedans. C'est aussi, je pense, la meilleure technique de formation qui existe au monde. Vous seriez vraiment surpris de voir les bons de compétences que font les gens quand on travaille de cette manière-là. Beaucoup plus qu'avec les pull requests. Et en termes de partage de connaissances, je pense que c'est évident, comme on travaille ensemble, la connaissance, on l'a ensemble. Et enfin, si on le fait bien, et qu'on investit un tout petit peu, en vrai, malgré des apparences, ça génère bien moins de conflits que les pull requests. Alors pour résumer tout ça, si vous voulez revenir du côté clair de la force, bossez ensemble, c'est plutôt cool. Automatisez le plus de choses que vous pouvez. La relecture, ça prend du temps. Des fois, on est fatigué. Des fois, on ne trouve pas les trucs. Alors que l'ordinateur, lui, il les trouve systématiquement. Utilisez un système de typage, ça va vraiment beaucoup vous aider à prévenir beaucoup de bugs. Et surtout, commencez à vous faire plus confiance et faire plus confiance à vos collègues, s'il vous plaît. Voilà, moi c'était Adrien. Merci de m'avoir écouté. Et je pense qu'il reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez, ou des interrogations du choc, de l'horreur. Ouais, une question là-bas. Ouais. Est-ce que le souci, c'est pas que la personne ait bossé toute seule dans son coin pendant 2 jours, en fait? Oui. Mais la pull request, c'est le symptôme. En fait, s'il avait commencé à faire une pull request en draft au bout d'une demi-journée en disant je commence, si ça veut dire tout, puis je continue, en fait, il y aurait eu la communication, évidemment moins bien que bosser à 2, mais en fait, le souci, c'est le tunnel de 2 jours, pas le fait d'avoir fait une pull request à la fin. C'est un point de vue, mais je considère que de faire en fait la pull request en draft, ça peut aider. Mais par contre, il faut que tes collègues arrivent à suivre l'avancée de ton truc. Potentiellement, en fait, en faisant ça, tu augmentes tes contextes switch, même si là, tu peux décider de quand tu peux te permettre de descendre le contexte et d'en remonter un nouveau. Mais c'est quelque chose que je trouve quand même assez difficile. Souvent, j'ai pas eu de trop bons résultats avec ça. Mais de toute façon, faites ce qui marche pour vous. Je sais pas si ça répond assez bien à ta question. Merci. Ça me faisait penser, en fait, que moi, dans les merge requests, quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est l'onboarding des nouveaux, en particulier des juniors. Du coup, j'étais intéressé par le mode utilisé, je fais du ship à 90% à peu près. J'imagine que dans ce cas-là, c'est moins adapté pour des juniors où justement il y a toute une partie où on va peut-être travailler en binôme ou par des merge requests. C'est ça, ouais. Quand moi j'ai à le faire, de l'onboarding qui doit marcher bien et dans des contextes où on fait beaucoup de chips et avec moins de travail ensemble, moi j'onboard toujours soit en binôme soit en mob, à plusieurs. Et c'est la manière la plus rapide que j'ai jamais trouvée. Ok, merci. De rien. Bonjour et merci. Quand ton équipe est trop junior, elle est essentiellement constituée de développeurs juniors qui ne connaissent pas du coup l'écosystème, le produit sur lequel ils travaillent, est-ce que du coup c'est viable ton process? Lequel des process? Ship Show Ask Oui. Ou Ship Show Ask? Moi je pense que oui. En fait, il faut se poser des questions quand tu as une équipe avec que des juniors de pourquoi elle est là.
Enfin, tu vois, t'as forcément des contraintes qui arrivent avec cette équipe de personnes que juniors. Et en fait, ChipChoask est toujours plus intéressant, je trouve. Sachant que tu vas quand même avoir un nombre de problèmes rehaussé par rapport si tu as des niveaux plus équilibrés. Mais en fait, si tu faisais le système de pull request, soit tu te retrouves à avoir la personne qui est lead dev qui fait toutes les relectures. Mais à ce moment-là, en fait, c'est pas un lead dev, c'est un relecteur et c'est genre, voilà, tu fais plus du dev, quoi. Et en termes de formation, ça va être galère de relire le taf de toute ton équipe de juniors et de leur donner suffisamment d'infos avec cette manière-là. Du coup, ce qui marche mieux, c'est qu'ils se relisent entre eux et entre elles. Mais du coup, ça change pas grand-chose si t'avais que plein de seniors ensemble, quoi. Du coup, tu peux les mettre en chip majoritairement quand ils pensent que ça passe. T'auras des problèmes, mais t'auras des problèmes avec les autres manières aussi, quoi. Merci. Je sais pas si on a encore beaucoup de temps pour les questions, pour la transition avec la personne suivante. On a une toute petite pour toi si tu veux. Tout à l'heure tu disais que ça fait peur mais ça marche. Ouais. Mais est-ce que c'est pas parce que ça fait peur que ça marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un junior, même n'importe quoi, qui va te shipper une merde en prod, ça va exploser, ça va le refroidir un bon coup et la prochaine fois il fera gaffe et normalement il ne fera pas l'erreur. Donc, Ouais, c'est un syndrome que moi j'ai, en tout cas, que j'ai remarqué chez moi, où quand j'ai de la relecture de code, je fais moins gaffe quand je dev. Mais du coup, parce que je me dis, de toute façon, les autres vont relire, c'est bon, quoi. Mais oui, c'est un bon point. Bon. Pour la suite de la discussion, le buffet est ouvert. C'est ça. Merci encore. Merci.